Bonjour à tous, bienvenue dans cette première capsule vidéo sur notre chapitre sur les transferts thermiques. Vous avez tout de suite ici en lien avec le QR code une petite vidéo de rappel de terminal sur les différents modes de transfert thermique et sur comment est géré le transfert thermique dans les acquis que vous êtes censé avoir. Alors très brièvement, il y a 3 modes de transfert thermique. Un transfert thermique par rayonnement électromagnétique, donc qui n'est pas en étude approfondie au programme de PT. Ce que vous êtes censé savoir faire, c'est utiliser la loi de Wien qui donne la longueur d'onde caractéristique du rayonnement émis et la loi de Stefan qui donne la puissance du rayonnement thermique. Voilà. Ces lois, elles seront toujours fournies si vous avez besoin de les utiliser pour décrire du transfert thermique par rayonnement. Ensuite, il y a du transfert thermique par convection. Donc ça, c'est de la chaleur qui est transportée par des fluides en mouvement. Et donc l'étude approfondie de la convection fait appel à la mécanique des fluides. Et pareil, au programme de PT, on n'a pas une étude approfondie de ce mode de transfert thermique par convection. On verra simplement en fin de chapitre un cas particulier pour du transfert thermique par convection en régime permanent proche de parois. Et ça, ce sera le paragraphe grand 3.4 du chapitre. Et enfin, on a la conduction. Et donc ça va être le cœur du chapitre que l'on va traiter. Petit rappel sur comment est traité le transfert thermique en terminale. C'est la situation que vous avez schématisée juste ici. C'est par exemple du transfert thermique en régime permanent à travers un mur. Donc on a un mur d'une certaine épaisseur qui délimite l'espace de la maison qui a une certaine température T int, séparé de l'extérieur qui lui a une température T ext. Eh bien, il y a un transfert thermique, c'est tous les problèmes d'isolation de maison, un transfert thermique que l'on note phi, qui s'exprime en watts. Il a l'homogénéité d'une puissance, c'est Q, le transfert thermique, la chaleur échangée à travers le mur, par unité de temps, donc Q sur delta T. Et en terminale, vous avez utilisé que ce flux thermique, il vaut la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisé par une résistance thermique qui est caractéristique de chaque matériau isolant. Et quand je dis caractéristique du matériau, c'est que ça va dépendre des propriétés physiques du matériau, mais aussi de la taille, notamment de l'épaisseur et de la taille du mur, la surface du mur sur lequel on regarde le transfert thermique. Alors, au programme de PT, ce que l'on va faire, c'est établir l'équation qui décrit précisément le transfert thermique, qu'on appelle l'équation de la diffusion thermique ou équation de la chaleur. Et cette équation, c'est une équation différentielle sur la température dans le mur qui dépendra juste d'une coordonnée d'espace et du temps. Donc, établir l'équation de la diffusion thermique. Et deuxième point au programme de PT, ce sera résoudre cette équation dans les régimes permanents. On ne fera pas de résolution des régimes transitoires, sauf en simulation numérique. Et la résolution en régime permanent, elle va nous amener justement à définir les résistances thermiques que vous utilisez en terminale et à donner leurs expressions. Et on va justifier et approfondir la description du transfert thermique que vous aviez en terminale.
Voilà, donc dans cette première vidéo, on va faire le premier point, établir l'équation de diffusion thermique. Et dans une deuxième capsule, on verra la résolution de l'équation de la diffusion thermique en régime permanent. Dans le cadre du programme de PT, on se limite à des problèmes unidimensionnels. Alors un problème unidimensionnel, c'est un problème où la température ne va dépendre que d'une seule coordonnée d'espace. Alors dans quel cas est-ce que cela se produit ? Eh bien ça se produit par exemple dans les situations qui étaient décrites par les résistances thermiques en terminale, par exemple quand on décrit le transfert thermique à travers un mur, où la longueur ou la hauteur du mur grand H est très grande devant l'épaisseur L. À ce moment-là, on peut faire l'approximation qu'on a une invariance le long de la hauteur ou de la longueur du mur et pas le long de l'épaisseur. Et du coup, décrire uniquement la température, le transfert thermique dans la direction X qui est transversale au mur. C'est une situation aussi, les problèmes unidimensionnels, qui marchent très bien. Si on regarde le transfert thermique par conduction dans, par exemple, une barre métallique ou une barre conductrice qui est calorifugée. Comme il n'y a aucun transfert thermique venant par les surfaces latérales, on va considérer que le transfert thermique qui se fait dans la direction de la barre. Donc, dans un problème unidimensionnel, les champs que l'on va chercher à décrire, du coup, ne dépendent que d'une variable d'espace que l'on va noter x, c'est-à-dire que nous, ce que l'on va chercher à décrire, c'est le champ de température à travers le matériau qu'on étudie, qui dépend donc uniquement d'une variable d'espace, et qui peut dépendre aussi du temps. Et on va décrire aussi le flux thermique, phi, qui du coup, ce flux ne peut se faire que dans la direction x, par contre il peut se faire vers plus ou moins EX, c'est-à-dire qu'on peut avoir du transfert thermique de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Et ce flux thermique phi, on va le décrire avec un outil que l'on a déjà utilisé pour décrire des flux d'électrons pour définir l'intensité du courant électrique ou qu'on a utilisé pour décrire un flux de fluide et pour décrire les débits. On va décrire donc le flux d'énergie comme une intégrale sur la surface du matériau que l'on regarde. Donc par exemple ici la section S d'une barre conductrice ou alors la section S d'un mur à travers lequel on veut connaître le flux thermique. Des flux thermiques élémentaires si je découpe la surface en ds. Et ces petits flux élémentaires, on va les exprimer donc comme un vecteur densité de flux thermique fois ds, scalaire ds, les découpages microscopiques de la surface que l'on regarde. Donc on va utiliser cette définition du flux. Et pour un problème unidimensionnel, où le flux ne peut être que dans la direction x, eh bien ça veut dire que le vecteur densité de flux thermique, JTH, eh bien c'est simplement une intensité J de x qui dépend de la position et qui peut aussi dépendre du temps, fois le vecteur unitaire EX. D'accord ? Ça c'est cette notation, cette définition permet de prendre en compte, de montrer que le flux thermique ne peut se faire que dans la direction x, c'est-à-dire de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, on cherche à établir l'équation différentielle qui décrit localement le transfert thermique et l'évolution de la température. Comme on veut une équation locale, eh bien, ça veut dire qu'on va travailler et faire un bilan sur une échelle mésoscopique. C'est-à-dire que le matériau sur lequel on va décrire le transfert thermique, donc que ce soit un barreau conducteur ou un mur, eh bien on va le découper en petits volumes mésoscopiques et travailler sur ce petit volume mésoscopique. Alors c'est parti, faisons ce bilan sur un volume mésoscopique de matière. On va prendre un petit cube de phase ds et ce petit cube qui est placé entre x et x plus dx. Alors ce que l'on veut faire, c'est écrire le premier principe de la thermodynamique. Donc on va faire un premier principe différentiel
sur donc une petite transformation entre T et T plus dt, eh bien ça nous dit que la petite variation d'enthalpie du volume mésoscopique, elle est égale au travail utile plus le transfert thermique. Comme on a affaire à des milieux solides indéformables au repos, le travail utile est nul, donc la variation d'enthalpie à l'intérieur du petit volume mésoscopique est uniquement due aux échanges de chaleur. Alors le volume mésoscopique, il reçoit en fait deux échanges de chaleur. Un échange de chaleur au niveau de la face du cube situé en X, et un échange de chaleur, un flux thermique, au niveau de la face située en X plus dx. La chaleur échangée au niveau de la face en X, elle est égale au flux thermique au niveau de la face en X fois le temps dt de la transformation. Or, le petit flux thermique, eh bien, on peut l'exprimer à partir du vecteur densité de flux, et notamment à travers son intensité J de X, fois ds qui est la surface de la face, et on retrouve le dt, qui nous dit donc que, on obtient donc que la chaleur échangée au niveau de la face X, c'est J de X fois ds fois dt. Et de la même façon, eh bien, la chaleur échangée au niveau de la face en X plus dx, eh bien, ça va être égal à l'intensité du vecteur de flux thermique en X plus dx, fois ds, la surface de la face, fois dt, la durée de la transformation élémentaire. Si l'on revient donc dans le premier principe, on va voir que dH, c'est égal au flux thermique qui passe à travers la face X, qui est reçu par le volume mésoscopique. Et attention, hein, le flux thermique ici, la chaleur échangée en X plus dx, vous voyez que c'est une chaleur qui sort du petit cube. Et donc, on va mettre un moins devant dans le premier principe. Donc, la variation d'enthalpie, c'est la chaleur échangée en X moins la chaleur échangée en X plus dx. Donc, si je repasse par les expressions, cela, ça va nous donner J de X moins J de X plus dx. Et je vais mettre ds dt en facteur. Et dH, par ailleurs, je peux l'exprimer à partir de la variation d'enthalpie massique des petits h, qu'il faut donc que je multiplie par la masse du volume mésoscopique, qui est ρ fois le volume du volume mésoscopique, qui s'exprime comme ds fois dx. Et en revenant à la définition de la dérivée via le taux de variation, le terme j de x plus dx moins j de x, je peux l'exprimer comme la dérivée de j par rapport à x fois dx. Et il faut que je reporte le ds dt que j'avais précédemment. Alors, vous voyez que dans cette équation, je peux simplifier les ds et les dx. Et je peux passer ici le dt, le temps de la transformation, de l'autre côté. Et donc, on obtient l'équation suivante, qui est ρ, la masse volumique, fois dH sur dt, qui est la dérivée donc, de l'enthalpie massique par rapport au temps. C'est donc un des ronds, puisque l'enthalpie massique peut aussi dépendre de la coordonnée d'espace x, égale moins la dérivée de l'intensité du flux thermique par rapport à x. Cette équation, elle est importante. C'est ce qu'on appelle l'équation locale de conservation de l'énergie. Voilà. Ce nom, il est assez clair sur ce que signifie
cette équation, hein. On a simplement appliqué le premier principe, qui est le principe de conservation de l'énergie, à un petit volume mésoscopique, c'est-à-dire localement sur une petite portion de matière. Maintenant, on va utiliser ce que j'appelle des lois de comportement, c'est-à-dire qu'on va injecter dans l'équation locale de l'énergie les expressions que l'on peut avoir de petit h dans le cadre de nos problèmes, ainsi qu'une expression pour J, le vecteur densité de flux thermique. Alors, nous, on s'est concentré donc sur de la conduction dans des milieux solides qui sont modélisés par une phase condensée idéale. Et la loi de comportement, alors, on la connaît, c'est que l'enthalpie massique, elle dépend de la température, et c'est C fois grand T, c'est-à-dire la capacité calorifique massique fois la température. Et donc, ça nous dit que d rond H sur d rond T, la dérivée de l'enthalpie par rapport au temps, eh bien je dérive l'expression et ça va me donner petit c fois la dérivée partielle de la température par rapport au temps. Et la deuxième loi de comportement que l'on va utiliser, c'est la loi de Fourier. Donc c'est une loi phénoménologique expérimentale qui a été proposée et qui dit que le vecteur densité de flux thermique, JTH, on peut l'exprimer par le gradient de la température multiplié par un coefficient lambda. Donc on a l'équation suivante, la définition suivante, JTH, le vecteur densité de flux thermique, est égal à moins lambda gradient de T, où lambda est la conductivité thermique du matériau, caractéristique de chaque matériau, et qui s'exprime en watts par mètre par Kelvin. Alors, dans le cadre de nos problèmes qui sont unidimensionnels, eh bien, ce vecteur de flux thermique, on peut l'exprimer comme suit, c'est moins lambda, et le gradient de T, c'est la dérivée partielle de la température par rapport à x, qui est la seule coordonnée d'espace utile, fois EX, le vecteur directeur de l'axe X, de la direction X. Et donc ici, on a la fameuse norme de ce vecteur, la fameuse intensité de ce vecteur densité de flux thermique, J de X. Alors, l'équation locale de conservation de l'énergie que l'on vient d'établir, ρ, d rond h sur d rond t égale moins d rond j sur d rond x, eh bien, qu'est-ce qu'elle devient? Le terme de gauche, ça va devenir ρ fois C, la capacité calorifique, fois la dérivée partielle par rapport au temps de la température. Et le terme de droite, ça va devenir lambda, donc dérivée par rapport à x, de la dérivée de la température par rapport à x. Et donc ça, c'est lambda fois la dérivée seconde par rapport à x de la température. Alors je passe les constantes ρ, c à droite, et ça va me donner donc que la dérivée partielle de la température par rapport au temps est égale à lambda sur ρ c fois la dérivée partielle seconde de la température par rapport à la coordonnée d'espace. On pose par définition grand D égale lambda sur ρ c, D qu'on appelle la diffusivité thermique. Cette diffusivité thermique, elle s'exprime en mètres carrés par seconde. On obtient donc l'équation suivante. La dérivée partielle par rapport au temps de la température est égale à grand D fois la dérivée partielle seconde de la température par rapport à x. Et voilà l'équation de la diffusion thermique.
Alors, quelques remarques sur cette équation de la diffusion thermique. Elle est évidemment à connaître par cœur. Et comme elle est à connaître et fait partir du cours, elle est utilisable sans démonstration. Dans un exercice, si vous avez besoin de cette équation pour traiter le problème, vous pouvez, si les conditions sont réunies, dire que vous avez l'équation de la diffusion thermique et essayer de la résoudre. Cependant, deuxième remarque, bien que vous puissiez l'utiliser sans démonstration, la démonstration est à maîtriser, puisqu'elle est très souvent demandée dans les problèmes de concours et dans les exercices d'oraux. Voilà, et deuxième série de remarques, par rapport au programme de PT, vous voyez que cette équation de la diffusion thermique, c'est une équation aux dérivées partielles où on a un terme dépendant du temps et un terme dépendant de l'espace. Eh bien, nous, on n'en fera que des résolutions en régime permanent, c'est-à-dire dans des régimes où il n'y aura plus de dépendance temporelle de l'évolution de la température. Et pour savoir si on est en régime permanent, eh bien, on a besoin de connaître le temps caractéristique du régime transitoire, c'est-à-dire le temps caractéristique au bout duquel on pourra considérer que le régime permanent est atteint. Eh bien, ce temps caractéristique du régime transitoire, il peut s'obtenir simplement par analyse dimensionnelle de l'équation de la diffusion, et il s'exprime simplement comme taux égale L carré sur grand D, la diffusivité thermique du matériau. Vous vérifierez que l'homogénéité est bonne, où L carré, c'est la distance sur laquelle on doit avoir la conduction thermique. Et donc, ce que nous indique ce temps, c'est que pour qu'une situation puisse être modélisée par un régime permanent, eh bien, il suffit que la conduction thermique soit établie, que le problème tourne depuis plusieurs temps tôt, 5 à 6 temps tôt. Eh bien, à partir de ce temps-là, on pourra traiter le problème en régime permanent. Voilà donc comment on établit l'équation de la diffusion thermique. Je vous retrouve dans la prochaine capsule pour résoudre cette équation dans le régime permanent. À bientôt.